Dans les couloirs feutrés du Parlement européen, au printemps de l'année 2014, un incident étrange s'est produit. Un dossier confidentiel aurait disparu du bureau d'un député français quelques heures seulement avant un vote crucial sur les sanctions contre Moscou. Ce dossier contenait, selon des témoignages fragmentaires jamais confirmés officiellement, des documents photographiques troublants. Des clichés en noir et blanc montrant un jeune homme aux traits reconnaissables lors d'une réunion dans une villa méditerranéenne en compagnie de figures dont les noms ne peuvent être prononcés à la légère. L'homme sur ces photographies jaunies portait une chemise blanche froissée et une expression de détermination farouche. Certains observateurs y ont reconnu celui qui deviendrait, des décennies plus tard, l'une des voix les plus tonitruantes de la gauche radicale française, Jean-Luc Mélenchon. Un nom qui suscite autant d'admiration passionnée que de rejet viscéral. Tribun charismatique, orateur redoutable, architecte d'un mouvement politique qui a failli bouleverser l'équilibre des pouvoirs en France. Mais derrière la façade du leader insoumis se cachent des zones d'ombre que peu ont osé explorer. Des voyages inexpliqués durant les années 70, des amitiés surprenantes nouées dans des capitales lointaines, des déclarations qui semblent résonner comme des échos venus d'un autre temps, d'une autre lutte. Pourquoi cet homme, né au Maroc colonial dans une famille modeste, a-t-il consacré sa vie à combattre l'ordre établi avec une intensité qui confine parfois à l'obsession? D'où vient cette rage contre le système, cette conviction inébranlable que le monde doit basculer? Et surtout, quel secret du passé alimente cette flamme révolutionnaire qui ne s'est jamais éteinte? Des archives oubliées, des témoignages murmurés, des connexions troublantes entre des événements apparemment sans lien dessinent un portrait bien différent de celui que l'on connaît. Une histoire qui commence dans les ruelles poussiéreuses de Tanger et qui traverse un demi-siècle de bouleversements politiques, de trahisons et de fidélité indéfectibles à des causes que beaucoup croyaient mortes. Le matin du 23 avril 2014, Hélène Broder, archiviste au Parlement européen depuis 28 ans, arriva à son bureau avec 40 minutes de retard. Chose inhabituelle pour cette femme méthodique qui, selon ses collègues, n'avait jamais manqué une journée de travail. Dans sa déposition ultérieure qu'elle refusa de signer et dont l'existence ne fut confirmée que par des copies non officielles circulant dans certains milieux journalistiques, elle mentionna une pression psychologique insupportable. Quelqu'un l'aurait appelée la veille au soir sur son téléphone personnel, un numéro que seuls 5 proches connaissaient. La voix, neutre et polie, lui aurait simplement dit de ne pas se présenter au travail le lendemain. Rien de plus. Hélène, femme courageuse ayant survécu à l'occupation pendant son enfance en Alsace, décida de venir quand même. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Ce même jour, vers 11h15 du matin, un assistant parlementaire nommé Marc Verdier découvrit que plusieurs dossiers classifiés avaient été déplacés dans les archives centrales. Pas volés, pas détruits. Simplement déplacés. Replacés dans le mauvais ordre comme si quelqu'un les avait consultés avec précipitation. Parmi ces documents figuraient des rapports sur les missions d'observation électorale dans certains pays d'Amérique latine durant les années 80. Plus précisément, des missions au Nicaragua, au Salvador, en Équateur, des missions auxquelles participaient des représentants de divers partis français, notamment du Parti socialiste. Dans l'un de ces dossiers, glissé entre 2 feuillets administratifs banals, se trouvait une photographie non répertoriée. Format 10 cm sur 15, papier légèrement jauni. Le cliché montrait 6 hommes debout devant un bâtiment colonial délavé par le soleil tropical. 3 d'entre eux portaient des uniformes militaires sans insigne distinctif.
les 3 autres des civils en chemise claire. Au dos, une annotation manuscrite en espagnol presque illisible mentionnait une date, mars 1983, un lieu, Managua, et 3 initiales incompréhensibles pour quiconque ne connaissait pas le contexte. Marc Verdier, jeune homme de 29 ans fraîchement sorti de Sciences Po, ne comprit pas immédiatement la portée de sa découverte. Il photographia le document avec son téléphone portable, geste qui lui sauva peut-être la vie, ou au contraire la compliqua irrémédiablement. Puis il remit soigneusement la photo à sa place et continua son inventaire. 2 heures plus tard, lorsqu'il revint vérifier, le dossier avait disparu, complètement, comme s'il n'avait jamais existé. Ce qui se passa ensuite ressemble à un scénario de thriller bon marché, sauf que les témoignages concordent de manière troublante. Marc Verdier tenta de signaler la disparition à sa supérieure hiérarchique, Madame Claudine Fabre. Celle-ci l'écouta avec une politesse glaciale, prit des notes, puis lui suggéra de prendre quelques jours de congé. Il insista. Elle devint cassante. Le lendemain, Marc reçut une convocation du service de sécurité interne pour une vérification de routine de son habilitation. Procédure standard, lui assura-t-on. Sauf que cette procédure n'avait jamais été appliquée à aucun autre assistant durant les 8 années précédentes. Pendant ce temps, à Paris, dans les bureaux poussiéreux du journal Libération, une journaliste d'investigation nommée Stéphanie Morel recevait un courrier électronique anonyme. L'expéditeur utilisait une adresse jetable créée quelques heures auparavant et jamais réutilisée depuis. Le message ne contenait qu'une phrase énigmatique et une pièce jointe. La phrase disait simplement « Cherchez qui était présent à Managua en mars 83 ». La pièce jointe, une fois téléchargée, révéla la même photographie que Marc Verdier avait découverte. Mais cette version numérique possédait une résolution supérieure permettant de distinguer les visages avec une netteté remarquable. Stéphanie Morel, journaliste aguerrie ayant couvert les guerres des Balkans et plusieurs scandales politiques majeurs, reconnut immédiatement 2 des 6 hommes. Le premier était un colonel vénézuélien décédé dans des circonstances troubles en 1997, officiellement d'une crise cardiaque à 52 ans. Le second, un diplomate français dont la carrière s'était brusquement interrompue en 1985 après une affaire d'espionnage jamais élucidée. Quant au troisième civil, celui du centre de la photographie, son visage lui semblait familier sans qu'elle puisse immédiatement l'identifier. Les traits étaient ceux d'un homme d'une trentaine d'années, cheveux sombres, regard intense, posture assurée. Elle agrandit l'image, augmenta le contraste, compara avec diverses bases de données photographiques. Puis, vers 17h30, elle eut un moment de stupeur absolue. Ce visage, vieilli de 3 décennies, transformé par le temps mais conservant cette même intensité du regard, elle le voyait régulièrement à la télévision lors des débats politiques. Elle le voyait dans les meetings, sur les affiches électorales, dans les émissions d'actualité. Stéphanie passa les 2 jours suivants à vérifier, recouper, chercher des confirmations. Elle consulta les archives du Quai d'Orsay concernant les missions diplomatiques en Amérique centrale durant les années 80. Documents partiellement déclassifiés, certes, mais suffisamment révélateurs. Elle découvrit qu'entre 1981 et 1986, plusieurs personnalités politiques françaises avaient effectué des voyages discrets au Nicaragua, officiellement pour des missions d'observation électorale ou de solidarité internationale. Officieusement, selon certains témoignages recueillis auprès d'anciens diplomates acceptant de parler sous couvert d'anonymat,
Ces voyages servaient à établir des contacts avec des mouvements révolutionnaires d'Amérique latine. L'un de ses témoins, ancien conseiller culturel à l'ambassade de France au Costa Rica entre 1982 et 1987, accepta de rencontrer Stéphanie dans un café discret du 15e arrondissement. Homme de 78 ans, retraité depuis 15 ans, il ne craignait plus grand-chose. Il confirma que certains responsables politiques français entretenaient des relations étroites avec les sandinistes nicaraguayens, mais aussi avec d'autres groupes révolutionnaires de la région. Ces contacts n'étaient pas nécessairement illégaux, précisa-t-il, mais leur nature exacte demeurait floue. L'homme qui entra dans le bureau d'Hélène Broder ce matin-là portait un costume gris anthracite sans distinction particulière. Cheveux poivre et sel, stature moyenne, visage quelconque que l'on oublie instantanément. Pourtant, 23 ans plus tard, lors d'un entretien informel dans un café bruxellois dont elle refusa de révéler l'emplacement exact, Hélène se souvenait de chaque détail de cette rencontre comme si elle s'était produite la veille. Notamment de ses yeux, disait-elle, d'un bleu glacier qui ne sciait jamais. Il ne se présenta pas, déposa simplement une enveloppe Kraft sur le bureau encombré de dossiers européens, puis quitta la pièce sans un mot. L'enveloppe ne portait aucune inscription, aucun cachet, aucune marque distinctive. À l'intérieur, Hélène découvrit 13 feuillets dactylographiés sur une machine à écrire, manifestement ancienne, les caractères légèrement déformés comme on en voyait dans les années 70. Pas de signature, pas d'en-tête, rien qui puisse identifier la provenance du document. Juste un titre centré en haut de la première page qui fit battre son cœur plus vite, Projet Phénix. Chronologie restreinte, usage interne exclusivement. Ce qui suivait ressemblait à un rapport de renseignement militaire, froid, factuel, dépourvu de toute émotion. Des dates, des lieux, des noms de code. La première entrée remontait au 17 juin 1968, 3 semaines exactement après la fin des barricades parisiennes. Elle mentionnait une réunion clandestine dans un appartement du 14e arrondissement, rue Didot. 9 personnes présentes, dont 6 identifiées par leurs initiales seulement. Parmi elles, un certain J.L.M., 27 ans à l'époque, étudiant en philosophie, déjà remarqué pour sa rhétorique incendiaire lors des manifestations de mai. L'objet de la réunion demeurait flou, codé dans un jargon bureaucratique délibérément opaque, mais une phrase revenait comme un leitmotiv inquiétant. Activation des candidats de longue durée pour infiltration progressive des structures démocratiques. Hélène Broder n'était pas une conspirationniste. 30 ans de carrière dans les archives européennes lui avaient appris à distinguer les documents authentiques des faux grossiers qui circulaient régulièrement dans les couloirs du pouvoir. Et ce document, malgré son contenu explosif, portait tous les signes d'authenticité qui ne trompent pas un œil exercé. Le papier lui-même, légèrement jauni, dont la composition chimique correspondait exactement aux standards de fabrication soviétiques des années 70. Les fautes de frappe caractéristiques, non corrigées, typiques des rapports rédigés dans l'urgence. Et surtout, ces détails infimes, ces références obscures à des événements mineurs que personne n'aurait pris la peine d'inventer. La deuxième entrée datait du 4 novembre 1974. Elle évoquait un voyage à Berlin-Est, officiellement pour un colloque universitaire sur les théories marxistes de l'État. Mais le rapport mentionnait une adresse qui ne correspondait à aucune université, Normannenstrasse 32, l'immeuble du ministère de la Sécurité d'État, le redoutable Stasi. Durée du séjour, 5 jours. Contact établi avec le département HA22/9,
spécialisée dans les opérations d'influence à long terme en Europe occidentale. Le nom de code attribué lors de cette visite, Prométhée. Une semaine après avoir reçu ces documents, Hélène Broder tenta de contacter un ancien collègue devenu consultant pour les services de renseignement français. Il déclina poliment, prétextant un emploi du temps surchargé. 2 jours plus tard, elle essaya un journaliste d'investigation réputé pour ses enquêtes sur les réseaux d'influence soviétiques en Europe. Il ne répondit jamais à ses messages. Alors elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en près de 3 décennies de carrière. Elle photographia discrètement les documents avec son téléphone personnel et les conserva sur une clé USB qu'elle dissimula dans un coffret à bijoux rarement ouvert. Le 15 mai 2014, soit 22 jours après la réception de l'enveloppe mystérieuse, un incendie se déclara dans le sous-sol des archives européennes. Origine officiellement déterminée, court-circuit électrique dans un système de ventilation défectueux. Dégâts matériels, 3 salles d'archivage détruites, représentant approximativement 12 000 cartons de documents. Parmi les pertes, l'intégralité des dossiers personnels des eurodéputés français ayant siégé entre 1979 et 1992. Une coïncidence, affirmèrent les experts en sécurité mandatés pour l'enquête interne. Juste une tragique coïncidence. Mais Hélène Broder remarqua un détail qui la glaça. Le système d'extinction automatique, testé et certifié conforme 6 semaines auparavant, n'avait pas fonctionné. Les capteurs de fumée s'étaient déclenchés avec 16 minutes de retard, un délai suffisant pour que les flammes consument méthodiquement les étagères métalliques comme si elles suivaient un itinéraire prédéfini. Et le gardien de nuit qui aurait dû effectuer sa ronde de contrôle à l'heure précise où le feu débuta était mystérieusement absent de son poste, retenu, déclara-t-il, par une urgence familiale soudaine dont il refusa de préciser la nature. Dans les semaines qui suivirent, d'autres événements étranges se produisirent. Un archiviste allemand spécialisé dans les documents de la Stasi, Klaus Zimmermann, décéda brutalement d'une crise cardiaque alors qu'il préparait une conférence sur les réseaux dormants est-allemands en France. Il avait 52 ans, courait le marathon, ne fumait pas. Lors de ses funérailles, sa veuve mentionna discrètement à quelques proches qu'il avait reçu des menaces voilées 3 semaines avant sa mort, des appels anonymes en pleine nuit, des voitures stationnées devant leur domicile à des heures inhabituelles. Puis ce fut le tour de Marianne Deschamps, ancienne secrétaire au Parti socialiste français durant les années 70, qui préparait ses mémoires. Elle avait accordé plusieurs entretiens préliminaires à un éditeur parisien, évoquant notamment des réunions étranges où circulaient des sommes importantes dont l'origine demeurait floue. Son manuscrit inachevé disparut lors d'un cambriolage de son appartement du 15e arrondissement. Les voleurs ne prirent ni l'argenterie, ni les bijoux, ni l'ordinateur. Uniquement les cartons contenant 30 ans d'archives personnelles, de correspondances, de notes manuscrites. La police classa l'affaire sans suite, invoquant une effraction opportuniste sans grand intérêt. Le 3e feuillet des documents reçus par Hélène Broder contenait une liste de noms. Certains barrés d'une croix rouge, d'autres soulignés, d'autres encore accompagnés de dates précises. En les comparant méthodiquement avec les archives publiques, un motif troublant émergea. Les noms barrés correspondaient à des militants politiques décédés dans des circonstances diverses mais toujours soudaines entre 1990 et 2005. Accident de voiture, crise cardiaque, suicide inexpliqué. 7 personnes au total, toutes ayant appartenu à la mouvance d'extrême gauche dans les années 70,
toutes ayant potentiellement croisé la route d'un certain jeune philosophe aux discours enflammés. Restait une question qu'Hélène n'osait formuler à voix haute mais qui la hantait chaque nuit. Qui avait intérêt à lui transmettre ces documents précisément maintenant, et surtout, pourquoi elle? La véritable nature de cette rencontre ne se révéla qu'après la découverte d'un document extraordinaire dans les archives du ministère de l'Intérieur français, document dont l'existence officielle fut niée pendant des décennies. Le dossier, codifié sous la référence oblique MX 347-T, contenait 28 pages dactylographiées sur papier pelure, certains passages noircis à l'encre de Chine, d'autres manifestement arrachés. Sur la couverture cartonnée beige, une mention manuscrite au stylo rouge stipulait simplement « Consultation interdite jusqu'en 2055 ». Pourquoi cette date précise, située si loin dans l'avenir, alors que la plupart des documents classifiés sont déclassifiés après 30 ou 50 ans maximum? Le contenu du dossier était consacré à une opération de surveillance menée entre 1978 et 1981 ciblant un groupe restreint de militants trotskistes parisiens. Parmi les noms répertoriés figurait celui d'un jeune professeur de philosophie récemment arrivé de province, enseignant dans un lycée de la banlieue parisienne. Les rapports hebdomadaires décrivaient ses déplacements, ses contacts, ses interventions dans les réunions politiques. Mais ce qui frappait, dans ces notes, c'était leur tonalité inhabituelle. Là où l'on attendait le style sec et factuel de la surveillance policière, on trouvait des observations psychologiques détaillées, des analyses de personnalité qui auraient mieux convenu à un profil psychiatrique qu'à un simple rapport de filature. Un passage daté du 15 novembre 1979 mentionnait textuellement « Le sujet démontre des capacités rhétoriques exceptionnelles, une mémoire remarquable des textes théoriques et une aptitude à moduler son discours selon les auditoires. Potentiel d'influence élevé. Recommandation, maintenir observation rapprochée. Un ancien fonctionnaire des renseignements généraux, que nous appellerons simplement Marc pour préserver l'anonymité qu'il réclama avec insistance, accepta de nous rencontrer dans un pavillon de Maison Laffitte lors d'une après-midi pluvieuse de février. Les mains tremblantes, il alluma sa 5e cigarette de l'heure avant de murmurer que certains dossiers n'étaient jamais clos, même après des décennies. Il évoqua cette époque où la guerre froide battait encore son plein, où chaque militant d'extrême gauche pouvait potentiellement représenter une menace ou, au contraire, une opportunité. Selon ses dires, le service ne se contentait pas de surveiller, il cartographiait méticuleusement les réseaux d'influence, identifiait les personnalités susceptibles d'émerger, anticipait les trajectoires politiques futures. Certains étaient simplement fichés, d'autres faisaient l'objet d'une attention particulière. Dans le cas qui nous occupe, Marc affirma que les choses dépassèrent rapidement le cadre de la simple surveillance. Des contacts furent établis, non pas directement avec le sujet, mais avec des personnes gravitant dans son entourage immédiat. Des informateurs furent recrutés parmi les militants, non pour dénoncer leurs camarades, mais pour transmettre des informations stratégiques sur les débats internes, les orientations futures, les dissensions idéologiques. L'un de ces informateurs, identifié dans les documents sous le pseudonyme Castor, transmis pendant près de 3 ans des comptes rendus détaillés des réunions de cellules, des analyses de textes discutés, des cartographies des alliances et rivalités au sein du mouvement trotskiste parisien. Puis, brutalement, en avril 1982, juste après l'élection présidentielle qui porta
François Mitterrand au pouvoir. Tous les rapports concernant Castor cessèrent. Plus aucune mention, plus aucun document. Comme si cette personne avait été effacée des archives. Marc tira longuement sur sa cigarette avant d'ajouter, presque à voix basse, que certains informateurs ne travaillaient pas pour de l'argent ni par conviction idéologique. Ils le faisaient parce qu'on leur avait fait comprendre que leur avenir en dépendait. Des carrières pouvaient être brisées sur un simple coup de téléphone, des avancements professionnels bloqués, des dossiers compromettants miraculeusement exhumés. Le système fonctionnait selon une logique implacable de pression et de récompense, créant un réseau invisible de dépendance mutuelle dont personne ne parlait jamais ouvertement. 3 semaines après notre rencontre avec Marc, la presse locale de Maisons Laffitte annonça son décès. Crise cardiaque foudroyante, précisait le communiqué laconique. Il avait 68 ans, aucun antécédent médical connu selon son médecin traitant, interrogé brièvement par téléphone. Les obsèques eurent lieu dans la stricte intimité familiale. Aucun ancien collègue des services ne se présenta au cimetière. Le dossier MX347-T contenait également des photographies, des clichés en noir et blanc pris au téléobjectif, montrant des scènes banales de la vie quotidienne, un homme marchant dans une rue, assis à la terrasse d'un café, discutant avec d'autres personnes devant l'entrée d'un immeuble haussmannien. Sur l'une de ces photos, floue et légèrement surexposée, on distinguait un groupe de 7 personnes réunies autour d'une table couverte de documents. Au verso, une annotation manuscrite indiquait « Réunion du comité de rédaction, 23 juin 1980, 19h30 ». 4 des personnes présentes sur cette photographie moururent dans des circonstances variées avant d'atteindre l'âge de 50 ans. Accident de la route, maladie foudroyante, suicide pour l'un d'entre eux. Des destins ordinaires, dira-t-on, des coïncidences statistiquement normales. Pourtant, lorsqu'on examine attentivement les dates de ces décès, une constante troublante émerge. Tous intervinrent dans les semaines précédant ou suivant des moments politiques cruciaux, des élections importantes, des remaniements gouvernementaux majeurs. Une ancienne militante de cette époque, Françoise Dumont, aujourd'hui retraitée de l'enseignement et vivant dans un village du Limousin, accepta d'évoquer ces années lointaines avec une mélancolie teintée d'amertume. Elle se souvenait d'un climat de suspicion permanent qui gangrenait les relations au sein du mouvement. On ne savait jamais vraiment qui écoutait, qui rapportait, qui transmettait des informations à l'extérieur. Certains camarades disparaissaient du jour au lendemain, cessaient de participer aux réunions sans explication. D'autres, au contraire, devenaient étrangement prolixes, posaient des questions inhabituellement précises sur les projets futurs, les stratégies envisagées. Françoise mentionna également un épisode qu'elle n'avait jamais compris. Lors d'une manifestation en 1981, elle fut interpellée par la police avec une douzaine d'autres militants. Tous furent relâchés après quelques heures, sauf elle. On la garda 48 heures en garde à vue, sans l'interroger vraiment, sans l'accuser de quoi que ce soit. Simplement, on l'observait. On la laissait dans une cellule, puis on la transférait dans une autre. Un inspecteur lui posait des questions anodines sur ses études, sa famille, ses projets professionnels. Puis, aussi inexplicablement qu'elle avait été retenue, elle fut libérée avec des excuses embarrassées pour une erreur administrative. 6 mois plus tard, elle obtint un poste d'enseignante titulaire dans un lycée prestigieux du 16e arrondissement, alors que sa candidature initiale avait été rejetée. Le témoignage le plus troublant provint d'une source totalement inattendue. En 1998,
lors d'une vente aux enchères d'objets appartenant à un ancien fonctionnaire du Quai d'Orsay décédé dans des circonstances jamais élucidées, un collectionneur privé acquit un lot de correspondances personnelles. Parmi ces lettres jaunies, une en particulier attira l'attention par son contenu pour le moins dérangeant. Datée du 15 novembre 1973, elle était adressée à un certain Maurice Delorme, conseiller diplomatique dont le nom n'apparaît dans aucun organigramme officiel de l'époque. L'expéditeur, dont la signature demeurait illisible, évoquait en termes voilés une opération de longue haleine concernant le recrutement d'éléments prometteurs au sein de la jeunesse militante française. La lettre, rédigée dans un français impeccable mais dont la syntaxe trahissait parfois une pensée traduite d'une autre langue, mentionnait explicitement plusieurs noms de code. Parmi eux, un seul fut identifié avec certitude des années plus tard par un ancien agent des renseignements généraux qui accepta de parler sous couvert d'anonymat. Ce nom de code désignait un jeune enseignant de Besançon, brillant orateur, inscrit depuis peu au Parti socialiste mais déjà remarqué pour ses positions radicales lors des assemblées locales. Les archives municipales de Besançon révélèrent un détail déconcertant. Durant l'année 1974, 3 accidents mortels frappèrent successivement des militants politiques locaux qui avaient tous un point commun. Chacun d'eux avait participé à une même réunion secrète dans les locaux d'une association culturelle franco-soviétique située rue de la République. Le premier, instituteur de 42 ans, fut retrouvé noyé dans le Doubs, malgré ses compétences reconnues de nageur. Le deuxième mourut d'une intoxication alimentaire foudroyante dont l'origine ne put jamais être déterminée. Le troisième périt dans l'incendie de son appartement, un incendie déclenché, selon le rapport des pompiers, par une cigarette mal éteinte alors que l'homme ne fumait pas. Les procès-verbaux de ces investigations, consultés des décennies plus tard, présentaient tous la même anomalie. Les enquêteurs mentionnaient systématiquement la présence lors de leurs investigations d'un homme en costume sombre, se présentant comme inspecteur de la Sûreté nationale, mais dont l'identité ne correspondait à aucun agent en fonction. Cet individu exigeait systématiquement de consulter les pièces à conviction avant leur transmission au juge d'instruction. Dans les 3 cas, certains documents disparurent mystérieusement des dossiers. Un ancien policier de la brigade criminelle, aujourd'hui nonagénaire, se souvint parfaitement de cette série d'affaires classées trop rapidement à son goût. Il conserva pendant toutes ces années une note manuscrite qu'il avait prise lors d'un interrogatoire. Une veuve, celle du premier homme décédé, lui avait confié que son mari était rentré terrifié de cette fameuse réunion. Il avait murmuré avant de s'endormir ce soir-là qu'ils avaient tous été photographiés à leur insu, que quelqu'un dans la salle prenait des notes sur chacun d'eux et qu'un jeune homme aux yeux perçants avait posé des questions très précises sur leurs opinions concernant la révolution mondiale. Les registres de l'association franco-soviétique disparurent lors d'un cambriolage nocturne en 1975. Le gardien de l'immeuble, qui avait vu 3 hommes sortir précipitamment avec plusieurs cartons, reçut 3 jours plus tard la visite de représentants officiels lui intimant l'ordre de ne jamais évoquer cet incident. Sa fille, contactée bien des années après, affirma que son père ne dormit plus jamais paisiblement après cette nuit-là. Dans les marges du dossier MX 347-T figurait une annotation au crayon bleu, presque effacée par le temps. 4 mots seulement, tracés d'une écriture nerveuse. Formation idéologique intensive confirmée. Sous cette mention, une série de dates s'échelonnant sur 18 mois, de janvier 1974 à juin 1975.
Chaque date correspondait à un déplacement documenté vers des villes frontalières. Genève apparaissait 7 fois, Bruxelles 5 fois. Une ville allemande, dont le nom avait été minutieusement gratté, revenait à 3 reprises. Un ancien membre des services de contre-espionnage belge accepta finalement de lever un coin du voile lors d'un entretien accordé à un journaliste indépendant en 2012. Il évoqua l'existence d'un réseau sophistiqué d'influence idéologique opérant depuis plusieurs capitales européennes durant les années 70. Ce réseau, selon ses dires, ne se contentait pas de recruter des sympathisants. Il façonnait méthodiquement des personnalités politiques de demain, leur inculquant une vision du monde parfaitement calibrée, leur enseignant l'art de la dissimulation idéologique, la capacité de parler le langage de la démocratie tout en servant d'autres intérêts. Le journaliste qui recueillit ce témoignage mourut 6 mois plus tard dans un accident de la route sur une autoroute déserte. Son ordinateur portable, qu'il transportait toujours avec lui, ne fut jamais retrouvé sur les lieux de l'accident. Les sauvegardes qu'il conservait chez lui avaient été effacées la veille de sa mort par un virus informatique particulièrement virulent, un type de malware que seuls quelques services de renseignement maîtrisaient à l'époque. Restait cette question vertigineuse qui hantait tous ceux qui s'étaient penchés sur ces archives fragmentaires. Combien d'autres noms figuraient dans ces dossiers disparus? Combien d'autres parcours avaient été ainsi façonnés dans l'ombre? Combien de destins politiques portaient en eux l'empreinte indélébile de ces rencontres secrètes dont plus personne ne voulait se souvenir? La lettre portait la signature d'un certain Georges Marchand, haut fonctionnaire dont le nom n'apparaissait dans aucun registre officiel du ministère des Affaires étrangères. L'écriture était ferme, précise, celle d'un homme habitué à rédiger des rapports confidentiels. Le destinataire demeurait non identifié, l'enveloppe ayant été conservée séparément et jamais retrouvée. Mais le contenu même de cette correspondance allait ouvrir une brèche vertigineuse dans la version officielle de l'ascension politique du jeune Mélenchon. Dans cette missive troublante, Marchand évoquait une rencontre qui s'était tenue 3 jours auparavant dans un appartement discret du 16e arrondissement parisien. Étaient présents, selon ses propres termes, 2 conseillers du président Pompidou, un représentant non nommé de la direction de la surveillance du territoire et un jeune homme dont il décrivait minutieusement l'apparence physique. Grand, le regard intense, une éloquence remarquable pour son âge, âgé d'environ 22 ans. Les détails concordaient de manière troublante avec Jean-Luc Mélenchon, tel qu'il apparaissait sur les photographies d'époque. Le jeune homme en question aurait évoqué lors de cette réunion sa volonté de rejoindre le Parti socialiste, alors en pleine reconstruction après le congrès d'Épinay. Mais ce qui glaça le sang du collectionneur qui découvrit ces lignes, ce fut la phrase suivante, soulignée 2 fois à l'encre bleue dans le texte original. Marchand écrivait textuellement que le candidat avait accepté de fournir des rapports réguliers sur les activités de la gauche radicale, en échange de quoi certaines facilités lui seraient accordées pour sa progression au sein des structures du parti. Le fonctionnaire concluait par une formule lapidaire qui ne laissait aucun doute sur la nature de l'arrangement évoqué. Lorsque le collectionneur tenta de faire authentifier ce document auprès d'experts en graphologie et en histoire politique contemporaine, il se heurta à un mur de silence. Le premier expert contacté refusa catégoriquement d'examiner la lettre après en avoir simplement lu les premières lignes. Le second accepta, rédigea un rapport préliminaire confirmant l'authenticité probable de l'encre et du papier, puis disparut littéralement de la circulation. Son cabinet fut retrouvé vidé 1 semaine plus tard, son téléphone coupé, ses voisins affirmant qu'il était parti précipitamment en pleine nuit avec une seule valise.
Le collectionneur lui-même commença à recevoir des visites étranges. Des hommes en costume sombre se présentèrent à son domicile, prétendant appartenir aux archives nationales et réclamant tous les documents acquis lors de la vente aux enchères. Ils n'avaient aucun mandat, aucune identification officielle, mais leur insistance était telle qu'il préféra placer la lettre de marchand dans un coffre bancaire sous un nom d'emprunt. 3 mois plus tard, son appartement fut cambriolé avec une violence inouïe. Les voleurs ne prirent ni bijoux ni argent liquide. Ils éventrèrent méthodiquement chaque meuble, arrachèrent les plaintes, soulevèrent le parquet. Ils cherchaient manifestement quelque chose de très précis. Parallèlement à cette affaire, un ancien militant socialiste du nom de Pierre Fontanelle entreprit ses propres recherches sur les débuts de Mélenchon au sein du parti. Fontanelle avait été membre de la même section à Massy au début des années 70 et se souvenait parfaitement du jeune professeur de français fraîchement débarqué dans le militantisme. Ce qui le troublait, racontait-il à ses proches, c'était la rapidité avec laquelle Mélenchon avait gravi les échelons. En moins de 4 ans, il était passé de simple adhérent à conseiller municipal, puis à sénateur de l'Essonne en 1986. Une ascension fulgurante qui, selon Fontanelle, ne pouvait s'expliquer uniquement par le talent oratoire, aussi remarquable fût-il. Fontanelle se mit à compiler des notes, à interroger d'anciens camarades, à reconstituer le puzzle des années de formation politique de celui qui deviendrait l'une des figures majeures de la gauche française. Il découvrit des anomalies troublantes dans les archives de la Fédération. Des procès-verbaux de réunion portaient des annotations manuscrites en marge, toujours de la même écriture inconnue, soulignant systématiquement les interventions de Mélenchon. Des rapports d'activité mentionnaient des déplacements dont personne ne gardait le souvenir. Des notes de frais révélaient des voyages à Paris à des dates où aucune réunion officielle n'était programmée. Le 23 avril 1999, Pierre Fontanelle téléphona à un journaliste d'investigation de sa connaissance. Il lui annonça qu'il détenait des preuves formelles d'une surveillance orchestrée de l'intérieur du Parti socialiste durant les années 70 et 80. Il promit de tout révéler lors d'un rendez-vous fixé au surlendemain dans un café de Juvisy. Le journaliste nota scrupuleusement l'heure et le lieu. Fontanelle ne vint jamais. Son corps fut retrouvé le lendemain matin au pied de son immeuble. Chute accidentelle, conclurent les enquêteurs. L'homme avait 68 ans, des problèmes d'équilibre, la rambarde de son balcon était effectivement basse. Personne ne jugea utile de s'attarder sur les ecchymoses inhabituelles relevées sur ses avant-bras, ni sur le fait que toutes ses notes de recherche avaient disparu de son domicile. L'appartement fut mis en vente 3 semaines plus tard par ses héritiers. Les nouveaux propriétaires y découvrirent, dissimulée derrière un radiateur descellé, une enveloppe Kraft contenant 5 photographies. On y voyait un jeune homme ressemblant étrangement à Mélenchon, en conversation avec des individus dont l'un au moins fut formellement identifié par un ancien des services comme ayant appartenu à la direction de la surveillance du territoire. La lettre de Georges Marchand contenait une phrase qui, à elle seule, justifiait toutes les précautions prises pour dissimuler ce document. Une phrase qui reliait le destin politique d'un jeune fonctionnaire français au couloir feutré du Kremlin, bien avant que quiconque n'imagine une telle connexion possible. Le sujet identifié sous le matricule TRZ 791 a démontré une réceptivité exceptionnelle aux orientations stratégiques. Recommandation d'élévation au statut d'agent d'influence de catégorie A. Ce matricule, découvert par la suite dans les archives partiellement déclassifiées du service action de la DGSE,
correspondait à un dossier dont les trois quarts des pages avaient été noircies à l'encre indélébile. Seules quelques dates subsistaient, griffonnées dans les marges. Août 1974, février 1977, novembre 1980. Des périodes charnières, toutes marquées par des voyages discrets, des rencontres jamais consignées dans les agendas officiels, des séjours dont aucun journal intime ne garde trace. Un ancien responsable de la surveillance des personnalités politiques, retraité depuis 20 ans et vivant sous une identité d'emprunt dans une petite ville du Jura, avait accepté de parler sous couvert d'anonymat. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il ouvrit une chemise cartonnée jaunie par le temps. À l'intérieur, des photocopies de rapports de filature, des relevés téléphoniques annotés à la main, des clichés pris au téléobjectif dans des rues de capitales étrangères. « Nous savions, murmura-t-il d'une voix éraillée par l'âge et peut-être par le poids du secret. Nous savions depuis le début que certains cadres du Parti socialiste entretenaient des contacts réguliers avec des intermédiaires soviétiques. Mais celui-là était différent. Il n'agissait pas par idéalisme naïf ou par opportunisme vulgaire. Il y avait chez lui une discipline, une méthode, une capacité à compartimenter qui dépassait largement le militantisme ordinaire. Les photographies montraient un homme jeune aux traits volontaires, sortant d'immeubles anonymes dans des quartiers périphériques de Bruxelles, de Genève, d'Athènes, jamais seul, toujours accompagné de figures que les services occidentaux connaissaient bien. Des hommes discrets qui travaillaient pour le département international du Comité central, cette structure mystérieuse chargée de tisser les réseaux d'influence soviétiques en Occident. Le rapport le plus troublant datait de juin 1981. Il décrivait une réunion qui s'était tenue dans une villa louée sous un faux nom près du lac Léman. Durée estimée de l'entrevue, 4 heures et 21 minutes. Participants identifiés, 3, dont un attaché culturel de l'ambassade soviétique à Paris, officiellement affecté mais connu pour être colonel du KGB. Le compte-rendu précisait que l'un des participants français avait quitté les lieux avec une sacoche en cuir noir qu'il ne portait pas à son arrivée. Ce qui rendait ce document explosif, ce n'était pas seulement son contenu, c'était la mention manuscrite ajoutée dans la marge par le chef de service, intervention du cabinet, surveillance suspendue sur ordre direct, dossier à classer sans suite. La date de cette annotation, 3 jours après la réunion, quelqu'un très haut placé avait décidé de protéger ce réseau. Les archives du ministère de l'Éducation nationale recèlent également des anomalies troublantes. Entre 1975 et 1981, plusieurs mutations professionnelles avaient été accordées avec une rapidité inhabituelle, permettant des repositionnements stratégiques dans des zones géographiques où l'influence communiste demeurait forte. Chaque changement d'affectation coïncidait étrangement avec des échéances électorales locales importantes. Hasard ou coordination minutieuse, orchestrée par des mains invisibles tirant les fils depuis des bureaux feutrés. Un ancien collègue, enseignant lui aussi dans les années 70, se souvenait d'une scène qui l'avait marqué. C'était lors d'une réunion syndicale particulièrement houleuse en 1978, alors que les tensions entre socialistes et communistes atteignaient leur paroxysme. L'homme dont nous parlons s'était levé pour prendre la parole et sa tirade avait glacé l'assistance. Non par sa véhémence, chose courante dans ces assemblées enflammées, mais par sa précision chirurgicale. Il connaissait des détails sur les positions internes du Parti socialiste que seuls quelques dirigeants nationaux étaient censés maîtriser. Il citait des chiffres issus de sondages commandités en secret par l'Élysée. Il anticipait des décisions politiques
qui ne serait annoncé que 3 semaines plus tard. C'était comme s'il avait accès à une source d'informations parallèle, confia ce témoin, aujourd'hui octogénaire. Comme s'il recevait des briefings qu'aucun de nous ne pouvait imaginer. Les services de renseignement américains, eux aussi, gardaient trace de ces anomalies. Un câble diplomatique déclassifié en 2016, émanant de l'ambassade des États-Unis à Paris, mentionnait explicitement plusieurs personnalités politiques françaises considérées comme problématiques du point de vue de la sécurité atlantique. Le nom qui nous intéresse figurait en 4e position sur une liste de 11 individus accompagnés de la mention « Connexion vérifiée avec réseau aide européen, surveillance recommandée, partage d'informations avec alliés des conseillers ». Ce document, long de 7 pages, détaillait également les préoccupations croissantes de la CIA concernant la pénétration soviétique dans les structures politiques françaises de gauche. Un paragraphe entier était consacré aux méthodes de recrutement utilisées par les services de Moscou, approche progressive, flatterie intellectuelle, offre de contacts privilégiés, promesse d'accès à des cercles d'influence internationaux. Le profil type correspondait trait pour trait à celui d'un jeune intellectuel ambitieux, brillant orateur, assoiffé de reconnaissance et frustré par la lenteur des carrières traditionnelles. L'appartement de Dimitri Volkov, l'ancien traducteur du service culturel soviétique à Paris, se trouvait au 5e étage d'un immeuble délabré de la banlieue moscovite. Lorsque les enquêteurs y pénétrèrent en janvier 2012, 3 jours après la découverte du corps, l'odeur de tabac froid et de vieux papier imprégnait chaque pièce. Volkov avait été retrouvé affalé dans son fauteuil, une bouteille de vodka renversée à ses pieds. Crise cardiaque, avait conclu le médecin légiste sans même ordonner d'autopsie approfondie. Un homme de 78 ans, alcoolique notoire, vivant seul. Rien de suspect. Le dossier fut classé en 48 heures. Ce que personne ne remarqua, c'était l'absence totale de documentation personnelle dans cet appartement où s'entassaient pourtant des dizaines de cartons poussiéreux. Pas une seule photographie de famille, pas un journal intime, pas même un carnet d'adresses. Comme si quelqu'un avait soigneusement fait le ménage avant l'arrivée des autorités. Seul un détail troublant figurait dans le rapport de police, mentionné par un jeune officier inexpérimenté puis rapidement écarté lors de la révision du dossier. Une marque circulaire sur le cou du défunt, discrète mais visible, incompatible avec une simple chute dans un fauteuil. Dimitri Volkov avait servi à Paris entre 1975 et 1983. Officiellement attaché culturel adjoint, il occupait en réalité des fonctions bien plus sensibles au sein de la résidence du KGB rue de Grenelle. Son nom apparaissait dans plusieurs notes déclassifiées des archives françaises, toujours en périphérie, jamais au centre. Un homme de l'ombre, un facilitateur. Le genre d'agent qui ne prenait jamais de risques visibles, mais tissait patiemment des réseaux d'influence dans les milieux intellectuels et politiques français. Parmi les rares personnes ayant assisté à ces funérailles, une femme attira l'attention d'un journaliste indépendant qui suivait la piste des anciens du KGB pour un projet documentaire jamais achevé. Elle se tenait à l'écart, vêtue d'un manteau noir élégant, trop élégant pour ce cimetière de banlieue. Elle ne pleura pas. Elle ne déposa pas de fleurs. Elle observa simplement la mise en terre, puis disparut dans une berline aux vitres teintées avant que quiconque ne puisse l'approcher. Le journaliste nota le numéro de plaque, mais ses recherches aboutirent à une impasse. Le véhicule appartenait à une société écran enregistrée aux îles Caïmans, dissoute 6 mois plus tard.
Ce qui rendait la mort de Volkov particulièrement intrigante, c'était sa chronologie. Elle survenait exactement 11 jours après qu'un ancien collaborateur du Parti communiste français, Antoine Mercier, eut lui aussi trouvé la mort dans des circonstances similaires. Mercier, 72 ans, avait chuté dans les escaliers de sa résidence parisienne du 16e arrondissement. Accident domestique banal selon le constat médical. Pourtant, plusieurs voisins affirmèrent avoir entendu des voix masculines dans l'appartement quelques heures avant la découverte du corps. Des voix parlant une langue étrangère. Une langue que personne ne put identifier avec certitude, mais qui ressemblait, selon une témoin ayant vécu en Europe de l'Est, aux Russes. Antoine Mercier avait travaillé pendant 26 ans au département des relations internationales du PCF. Sa spécialité, les échanges avec les partis frères du bloc socialiste. Entre 1970 et 1985, il avait organisé des dizaines de séjours de formation pour de jeunes militants français en Union soviétique, à Prague, à Berlin-Est. Son bureau, situé au siège historique du parti Place du colonel Fabien, était réputé pour être un point de passage obligé pour quiconque souhaitait approfondir sa formation idéologique auprès des camarades de l'Est. Les archives qu'il conservait méticuleusement chez lui dans un coffre-fort dissimulé derrière une bibliothèque contenaient des listes de noms, des comptes rendus de réunions, des évaluations confidentielles de militants prometteurs. Ce coffre fut retrouvé ouvert, complètement vide, par la fille de Mercier venue reconnaître le corps. Elle affirma que son père ne lui avait jamais confié la combinaison, qu'il parlait de ses documents comme de son assurance-vie, quelque chose qui le protégeait. Contre qui, contre quoi, elle l'ignorait. Lorsqu'elle insista auprès de la police pour qu'une enquête soit ouverte, on lui répondit poliment que le traumatisme du deuil lui jouait des tours, que son père avait probablement détruit lui-même ses vieux papiers sans intérêt. L'affaire fut close en une semaine. Un détail macabre reliait ces deux disparitions. Dans les effets personnels de Volkov, les enquêteurs trouvèrent un téléphone portable bon marché, un modèle jetable acheté quelques semaines auparavant. L'historique révélait un unique numéro composé à 4 reprises dans les jours précédant la mort. Ce numéro correspondait au téléphone fixe d'Antoine Mercier. 4 appels, dont le dernier remontait au soir même du décès du Français. La durée totale de cette ultime conversation, 17 minutes. 2 hommes qui n'étaient officiellement jamais entrés en contact, qui évoluaient dans des sphères différentes, se parlaient avec une urgence manifeste 30 ans après la fin de leurs activités respectives. La question qui hantait les rares personnes ayant eu accès à ces informations était simple mais terrifiante. De quoi 2 anciens opérateurs des réseaux d'influence soviétiques avaient-ils pu discuter avec tant d'insistance, au point que leur élimination soit devenue nécessaire quelques jours plus tard? Les derniers documents que Volkov avait laissés sur sa table de cuisine n'étaient pas des mémoires ordinaires. Il s'agissait de photocopies jaunies de rapports du Komsomol datant de 1978, annotés de sa main tremblante. Dans les marges, il avait écrit en lettres capitales rouges des noms, des dates, des lieux. L'un de ces noms revenait avec une insistance troublante, Jean-Luc Mélenchon. Mais ce n'était pas le seul. À côté figuraient des initiales mystérieuses, des adresses parisiennes depuis longtemps démolies et une phrase énigmatique répétée 3 fois, « Le 3e cercle connaît la vérité ». Les enquêteurs moscovites, peu intéressés par ces papiers qu'ils considéraient comme les divagations d'un vieil homme solitaire, les auraient probablement détruits. Mais l'un d'entre eux, un jeune lieutenant nommé Andreï Kuznetsov, avait décidé de les conserver. Il ne pouvait pas savoir qu'à Paris, au même moment,
un archiviste de la Bibliothèque nationale recevait une demande inhabituelle. Un avocat anonyme, agissant pour le compte d'un client non identifié, cherchait tous les documents concernant les activités culturelles franco-soviétiques entre 1970 et 1985. La coïncidence était étrange, trop étrange. Kouznetsov avait contacté un ancien collègue reconverti dans le journalisme d'investigation. Ensemble, ils avaient commencé à reconstituer le puzzle. Les documents de Volkov mentionnaient une série de réunions secrètes organisées dans un appartement du 13e arrondissement de Paris. Ces rencontres, qui se tenaient le premier mardi de chaque mois, rassemblaient, selon les notes du traducteur, entre 8 et 12 personnes. Volkov les décrivait comme des jeunes intellectuels français prometteurs, sélectionnés avec soin par les services culturels soviétiques. Il parlait de discussions philosophiques, de débats sur Marx et Lénine, mais aussi de quelque chose de plus trouble, des enveloppes remises discrètement, des voyages offerts à Moscou, des recommandations pour des postes universitaires. Le nom de Mélenchon apparaissait dans un rapport daté du 15 avril 1979. Volkov y décrivait un jeune homme brillant, passionné, doté d'une éloquence remarquable. Il notait son engagement sincère pour les idées socialistes, sa capacité à mobiliser les foules, son intelligence stratégique. Mais il ajoutait aussi une remarque sibylline, surveillée. Potentiel exceptionnel, mais indépendance d'esprit préoccupante, ne suit pas toujours les directives. Recommande prudence. Un autre document, plus troublant encore, portait la date du 8 novembre 1980. Il s'agissait d'une note interne du KGB, déclassifiée par erreur lors de l'effondrement de l'Union soviétique et rapidement retirée de la circulation. Kouznetsov en avait obtenu une copie par un ami travaillant aux archives d'État. Le texte mentionnait explicitement plusieurs personnalités politiques françaises dont certains noms avaient été caviardés. Mais l'un d'eux restait lisible, Mélenchon. Le rapport indiquait qu'il avait participé à un voyage d'études en Union soviétique du 10 au 28 septembre 1980 dans le cadre d'une délégation de jeunes socialistes européens. Le voyage avait été entièrement financé par l'agence de presse Novosti, connue pour être une couverture des services de renseignement soviétiques. Ce qui rendait ce document particulièrement intrigant, c'était la section finale. Elle mentionnait que lors de son séjour à Moscou, Mélenchon avait eu 3 entretiens privés avec des responsables dont les noms n'étaient pas précisés. Ces conversations avaient duré au total 7 heures. Le rapport concluait « Sujet réceptif aux idées mais maintien distance critique. Utilisation directe déconseillée, préférée influence indirecte par réseau intellectuel. » Kouznetsov avait alors découvert quelque chose d'encore plus étrange. En recoupant les dates des voyages de Mélenchon en Union soviétique avec les archives du ministère français des Affaires étrangères, il avait constaté que certains de ces déplacements n'apparaissaient nulle part dans les documents officiels français, comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Pourtant, les archives soviétiques en conservaient la trace précise. Visa, réservation d'hôtel, itinéraire détaillé. Comment expliquer cette discordance troublante entre les deux versions de l'histoire ? La piste menait ensuite vers une figure oubliée, Georges Marchais, l'ancien secrétaire général du Parti communiste français. Dans les années 70 et 80, Marchais entretenait des relations complexes avec Moscou, oscillant entre allégeance et désir d'autonomie. Les documents de Volkov suggéraient que Marchais avait joué un rôle d'intermédiaire, présentant de jeunes talents politiques français aux représentants soviétiques. Mélenchon, alors jeune militant trotskiste, aurait été l'un de ces talents repérés et cultivés avec patience.
Un témoin, interrogé sous couvert d'anonymat en 2013, avait confirmé l'existence de ces réseaux d'influence. Cet ancien cadre du Parti socialiste français, retiré de la vie politique depuis 20 ans, avait accepté de parler à condition que son identité ne soit jamais révélée. Il décrivait un système sophistiqué où les soviétiques ne cherchaient pas à recruter des agents au sens classique, mais plutôt à tisser des liens d'amitié, à créer des sympathies durables, à orienter subtilement les carrières politiques. Mélenchon, selon lui, n'avait jamais été un agent conscient, mais plutôt un bénéficiaire involontaire de ces réseaux, propulsé par des appuis mystérieux, recommandé pour des postes clés, soutenu dans ses ambitions par des forces qu'il ne soupçonnait peut-être même pas. Le témoin mentionnait également un détail troublant. En 1981, alors que Mélenchon était encore un jeune professeur, il avait brusquement obtenu un poste important au sein de l'appareil du Parti socialiste. Cette nomination avait surpris beaucoup d'observateurs, car Mélenchon n'était alors qu'un militant peu connu. Qui avait recommandé son nom? Qui avait plaidé sa cause auprès de François Mitterrand? Les archives restaient muettes sur ces questions essentielles. La mort de Volkov en janvier 2012 avait interrompu toute possibilité d'éclaircissement direct. Mais ces documents continuaient à murmurer leurs secrets à qui savait les écouter. L'un des derniers feuillets trouvés dans son appartement était une lettre jamais envoyée, datée du 4 décembre 2011, adressée à un destinataire anonyme. Volkov y écrivait « Pendant 40 ans, j'ai gardé le silence. Mais aujourd'hui, alors que ma vie touche à sa fin, je me demande si ce silence était un devoir ou une lâcheté. Combien de carrières avons-nous influencées? Combien de destins avons-nous orientés sans que les intéressés ne le sachent jamais? Le plus troublant n'est pas ce que nous avons fait, mais ce que ces hommes sont devenus ensuite, portant en eux, sans le savoir, les traces de notre passage. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui comme un testament ambigu. Ils ne révèlent pas tout, mais ils suggèrent suffisamment pour que l'ombre du doute plane désormais sur une génération entière de dirigeants politiques européens. Jean-Luc Mélenchon n'était probablement qu'un nom parmi des dizaines d'autres, un jeune idéaliste utilisé malgré lui par des forces qui le dépassaient. Mais cette histoire fragmentaire, reconstituée à partir de documents épars et de témoignages contradictoires, pose une question vertigineuse. Combien de nos leaders actuels portent en eux l'héritage invisible de cette guerre froide culturelle et idéologique? Combien de nos démocraties ont été façonnées, à leur insu, par des mains invisibles venues de l'Est? La vérité complète ne sera peut-être jamais connue, car elle dort désormais dans des archives fermées, protégées par le silence de ceux qui savent et l'oubli de ceux qui préfèrent ne pas savoir. La dernière page du dossier de Volkov portait un cachet délavé du comité central. Le document, daté du 15 novembre 1979, listait les noms de jeunes militants français ayant participé à un séminaire idéologique clandestin à Leningrad. Parmi eux figurait Jean-Luc Mélenchon, alors âgé de 28 ans, enseignant de français et membre actif du Parti socialiste. Mais ce qui glaçait le sang, c'était la note manuscrite en bas de page, signée par un certain Anatoly Petrovitch, candidat prometteur, attachement idéologique confirmé, recommandé pour développement à long terme. Les services de renseignement soviétiques ne recrutaient pas seulement des espions. Ils cultivaient des influences, semaient des idées, formaient des réseaux dormants destinés à s'activer des décennies plus tard. Mélenchon n'était peut-être qu'un idéaliste parmi d'autres, convaincu de travailler pour un monde meilleur. Mais les structures qui l'avaient encadré, formé, orienté durant ces années obscures avaient leurs propres plans.
Et ces plans ne s'arrêtaient pas avec la chute du mur. La disparition de Volkov 3 jours après avoir confié ses documents à une journaliste indépendante n'avait jamais été élucidée. Son appartement avait été cambriolé, vidé de toute archive. La journaliste elle-même avait quitté précipitamment la Russie, emportant seulement quelques photocopies dissimulées dans la doublure de son manteau. Elle vit aujourd'hui sous un faux nom quelque part en Europe de l'Ouest, refusant toute interview. Alors que Mélenchon monte sur les estrades françaises, proclamant sa vision d'un monde nouveau, certains se demandent si les graines plantées il y a plus de 40 ans ont fini par germer. L'histoire officielle ne retient que les victoires électorales et les discours enflammés. Mais dans les caves poussiéreuses des anciens services soviétiques, peut-être dort encore la vérité interdite, celle que personne ne veut entendre. Anatoly Petrov. Ce nom revenait dans 3 autres documents que Volkov avait réussi à photographier avant que les archives ne lui soient définitivement fermées. Petrov dirigeait alors la section des relations internationales au sein du département idéologique du comité central. Sa spécialité consistait à identifier et cultiver ce que les services appelaient les perspectives prometteuses, ces jeunes militants occidentaux susceptibles d'influencer un jour les décisions politiques de leur pays. La note manuscrite était laconique mais terriblement éloquente. Profil intéressant, conviction idéologique solide, ambition politique visible, recommandé pour suivi approfondi. Les archives bancaires suisses consultées par un journaliste indépendant en 2008 révélèrent des transferts étranges. Entre 1980 et 1989, un compte domicilié à Genève avait reçu des versements réguliers en provenance de sociétés écrans basées à Chypre et au Liechtenstein. Ces entreprises de fantômes avaient toutes été créées par des avocats liés à des structures soviétiques de financement discret. Le bénéficiaire final du compte restait masqué derrière plusieurs couches juridiques. Mais les dates des versements correspondaient précisément aux périodes où certains militants français effectuaient des voyages en Europe de l'Est. Pure coïncidence ou système organisé de soutien financier ? Dans les années suivantes, la trajectoire politique du jeune enseignant connut une ascension remarquable. Sénateur, ministre, candidat à la présidentielle, figure incontournable de la gauche radicale française. Ses positions géopolitiques intriguaient les observateurs, critique virulent de l'OTAN, défenseur constant de la Russie sur la scène internationale, opposant farouche aux sanctions occidentales. Certains y voyaient une cohérence idéologique, d'autres une fidélité suspecte à des engagements anciens. Volkov disparut définitivement en 2014, quelques semaines après l'annexion de la Crimée. Son appartement fut retrouvé vide, ses archives personnelles volatilisées. Les autorités parlèrent de départ volontaire, mais ses proches racontèrent une toute autre version. Des hommes en civil étaient venus la nuit. Aucune trace officielle, aucun rapport de police, comme si l'historien n'avait jamais existé. Les documents qu'il avait réussi à transmettre dorment aujourd'hui dans un coffre-fort quelque part en Europe occidentale. Leur contenu complet n'a jamais été publié. Certains affirment qu'ils contiennent des preuves irréfutables de liens organiques entre d'anciens militants français et les services soviétiques. D'autres jurent qu'il ne s'agit que d'interprétations abusives de contacts politiques normaux durant la guerre froide. La vérité reste enfermée derrière des portes blindées, protégées par des secrets d'État et des intérêts géopolitiques. Les protagonistes de cette histoire ont-ils été de simples idéalistes attirés par un modèle social alternatif ou des agents d'influence consciemment manipulés par une puissance étrangère ? Les archives russes restent scellées, les témoins se taisent ou disparaissent, et le mystère demeure intact.
Peut-être que dans 50 ans, lorsque les derniers acteurs de cette époque auront disparu, les documents classifiés seront enfin ouverts au public. En attendant, nous ne pouvons que rassembler les fragments, questionner les coïncidences troublantes et nous demander jusqu'où s'étendait réellement l'influence soviétique dans les cercles politiques occidentaux. Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans cette enquête troublante aux frontières de l'histoire secrète. Si cette investigation vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations sur les mystères du XXe siècle. Un simple like nous encourage énormément à poursuivre ce travail de recherche exigeant. Et surtout partagez votre opinion dans les commentaires. Simple coïncidence historique ou véritable connexion clandestine, votre analyse nous intéresse.